On vient d'évoquer pour vous l'excellent rapport de l'IGAS, rapport donc, qui porte sur la SNPE. Il y avait déjà une première édition de la stratégie nationale perturbateur endocrinien. Là, c'était donc la seconde qui était effectivement aussi évoquée ici dans cette même salle hier. Un rapport de l'IGAS qui porte sur cette stratégie nationale avec évidemment des aspects recherche. Merci de votre invitation. Merci d'être resté jusqu'à maintenant pour écouter les quelques mots que je vais dire en quelques minutes. C'est un rapport d'une inspection générale, l'inspection générale environnement, développement durable et inspection générale des affaires sociales. Pour ceux qui ne sont pas tout à fait en prise avec ces inspections générales, en fait, sont des corps d'aide à la décision publique et des corps d'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques, c'est sur une stratégie comme celle-ci, par exemple, la SNPE2, savoir si elle était efficace, efficiente, si la gouvernance a été bonne, si elle a été cohérente, si elle répond aux objectifs. Donc voilà le travail qui a été proposé. On a dû donc évaluer la SNPE2 et après se dire « et so what ?» Comme ça vient d'être dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais parler recherche, mais simplement, le rapport n'est pas public puisque ça dépend de la décision des cabinets. Et laissez-moi vous surprendre, les cabinets sont dans un moment un peu rock'n'roll. Simplement, la grande ligne, on s'est dit, on continue sur une SNPE3 parce qu'on ne peut pas avoir une stratégie globale santé-environnement qui donnerait un peu de cohérence à l'ensemble des 37 plans et stratégies qui entourent le PNSE4. Comme on ne peut pas l'avoir, on continue la SNPE3 sous condition, une nouvelle gouvernance, un budget, quelques actions très focalisées avec des indicateurs comme le HCSP a pu le faire qui permettent une évaluation. Avec l'idée que c'est la dernière, de manière à l'intégrer dans un chapeau beaucoup plus logique et urbanisé. Alors, un rapport, c'est simple, c'est comme la science, c'est l'état de l'art, on potasse, on rencontre, on va sur le terrain, en région ou en audition, c'est-à-dire 300 personnes auditionnées, c'est beaucoup, peut-être trop d'ailleurs, on rédige et on délivre le rapport aux commanditaires, en l'occurrence 2 ministères. Donc, suspense, on ne sait pas quand le rapport viendra. Alors, merci à l'ANR et à l'ANSES de nombreux échanges, des heures passées, et la qualité des documents qui nous ont été fournis pour étayer la partie recherche. J'ai quelques points, ce n'est pas très long. Le premier, c'est le financement. Par hasard, le financement a augmenté entre les différentes périodes. Je ne parle pas du PNRPE, qui s'est terminé en 2016 avec des financements qui étaient certes focalisés, dédiés, mais courts. Si on prend le PNRPE, il y a eu 59 projets entre 2019 et 2023 pour 10,4 millions d'euros. Grande majorité des études toxicologiques, mais un équilibre de plus en plus entre la santé humaine et les études en écosystème. Je vais vite. Pour ce qui est de l'ANR, il s'agit principalement des ANR sous votre contrôle des appels à projets génériques. Il y a eu 33 projets pour 12,4 millions d'euros sur le SNPE 1, 2014-2018, et 49 projets pour 24,5 millions d'euros pour la période 2019-2022. Donc vous voyez l'évolution. Alors à l'intérieur, on inclut la chlordécone. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a actuellement, si on prend ces deux entités, ANR et ANSES, on a 7 millions d'euros par an, 7,9 millions d'euros si on considère le chlordécone. Donc une augmentation vraiment importante, PE ou en lien avec les PE. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on avait un questionnement sur la communauté. Moi, je suis tout à fait rassuré aujourd'hui, la communauté existe. On en a l'illustration, mais c'est la deuxième journée. Et on a vu, sans détailler, l'intérêt des cohortes. Elles ont été citées, Pélagie, Elf, Dédié ou autres. Et là, il faut absolument les soutenir. C'est mis dans le rapport, bien évidemment. On a, dans un deuxième point, noté l'importance de cette communauté au niveau européen. Il y a des très beaux projets, je ne vais pas les détailler au niveau européen, Parc, EN, RN, Eurion, avec des sommes d'argent tout à fait conséquentes. Mais on voit la place, l'animation, le nombre de membres des équipes françaises dans ces démarches européennes. Et c'est peut-être la SNPE2 qui a permis de donner une légitimité à ces équipes pour pouvoir avoir la main et l'idée ces projets européens.
Pour ce qui est des éléments qui ont vraiment avancé, puisque la recherche est vraiment un point positif qu'on a pu mesurer, on a été beaucoup plus critique sur d'autres points, donc j'en profite. On a vu beaucoup de points progresser, on a parlé ce matin de la perturbation physiologique de la communication, mais au-delà, la caractérisation des effets physiologiques, les méthodes de détection dans différentes matrices environnementales, les mécanismes d'action avec les récepteurs, on a vu les biomarqueurs, on a vu les biosensors, les détecteurs, on a vu les composés, les voies de signalisation, les piles génétiques, etc., etc. En revanche, il y a 3 domaines pour lesquels il y a encore des marges de progrès. La santé environnementale, il y a des éléments sur la biodiversité, sur les bioessais, l'imprégnation des milieux aquatiques, on a vu les normes qualité environnementale, mais en dehors de l'impact PE sur certains domaines, on a vu l'intersexualité des poissons. Il y a peu de projets sur l'impact PE sur l'environnement. En tout cas, le champ est très large et là, il y a une marge de progression très importante. Deuxième élément qui ne se développe pas beaucoup, c'est la recherche clinique. Si on fait une analyse clinical trials, on voit très très peu dans le monde d'essais concernant les perturbateurs endocriniens, 34, dont 35% correspondent à des équipes françaises, mais enfin, c'est vraiment très très peu. La direction générale de l'offre de soins n'a pas rencontré son public, on va le dire comme ça, sur les appels à projets. Tout à l'heure, j'ai entendu des histoires d'adipocytes. Il y a un projet sur le relargage de perturbateurs endocriniens par les adipocytes après une chirurgie bariatrique. Voilà. Et puis, un autre projet qui concerne les performances du système de soins avec PERPS. Bon, ça, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup à faire. En gros, il n'y a rien. Et puis, en sciences humaines et sociales, là, il y a une vacuité criante. On l'a entendu encore il y a quelques minutes et on l'a entendu toute la journée. Quand on fait une recherche Web of Science, qui n'est pas du tout le critère de recherche en sciences humaines et sociales en France, mais qui pourrait être un critère si on travaille en interdisciplinarité avec des domaines qui s'y collent, et on voit 2 publications. 2 publications. Donc là, il y a vraiment un gros déficit global en économie de la santé et en économie de la santé-environnement, si on peut dire. Un gros déficit concernant les inégalités sociales qui étaient pourtant inscrites, qu'on devrait pouvoir inscrire, et puis dans l'acceptabilité, comme ça a été dit il y a quelques instants. Donc tout ceci nous pousse à recommander de travailler sur une échelle plus large et de se lancer dans un PEPR, un 3e, mais les conditions sont peut-être réunies, un PEPR exposome, pour être en écho avec ce qui se passe au niveau européen, pour être dans une dynamique One Health, avec la convergence, l'interdisciplinarité des différents champs, puisque notre recherche a été construite sur les champs disciplinaires depuis un peu plus d'un siècle. Là, il faut se réunir sur des sujets éminemment complexes. Une seule discipline ne pourra pas résoudre le problème. Et procurer un effet d'entraînement. Il y a aujourd'hui, depuis 15 jours, on sait qu'il y a une stratégie d'accélération-prévention avec des moyens attenant de 50 millions d'euros. C'est le moment de travailler sur ce PEPR exposome. Donc voilà un peu très rapidement. Je vous remercie de m'avoir prêté attention. Merci Olivier Labou.